Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence du rendez-vous IA et RH, comment les processus de mobilité interne évoluent avec l'IA. Avant de pouvoir entamer cette conférence, je me propose de faire une petite introduction du Hub France IA. Donc, le Hub France IA, c'est une association loi 1901 qui vise à fédérer les acteurs de l'écosystème IA pour le développement de propositions de solutions concrètes. On a à peu près plus d'une centaine de membres et l'idée, c'est d'accélérer l'adoption de l'IA au sein des entreprises et des institutions au niveau français et européen. Le Hub France IA, à travers le groupe de travail RH, vous propose cette conférence. Et donc, aujourd'hui, le groupe de travail RH, en deux mots, c'est une vingtaine de membres qui partagent des réflexions sur les questions de l'utilisation de l'IA pour la fonction RH elle-même. L'ambition du groupe de travail RH est de transmettre un maximum de connaissances et d'expériences à l'ensemble de la communauté RH, mais aussi à toute personne susceptible d'être intéressée par ces sujets. Et donc, dans le cadre du groupe de travail RH, nous publions plusieurs livres blancs sur l'IA pour les RH. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce livre blanc, nous avons donc cette conférence que nous vous proposons. Et sur les épisodes précédents du GTRH, on a notamment traité le recrutement et la gestion des talents. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de la mobilité interne. Le prochain épisode sera, pour information, la gestion du climat social. Je vous mettrai dans le chat un petit lien vers notre site IA pour les RH qui regroupe tous nos épisodes, tous nos livres blancs et les différents replays des conférences précédentes. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Ici, pour notre conférence, nous avons donc un programme en plusieurs parties. Une première introduction pour la gendarmerie nationale. Ensuite, nous aurons une partie 1 sur la technologie d'IA appliquée à la mobilité interne par Palm, que je vais présenter par la suite. Une partie 2 sur les facteurs clés de réussite par 365 Talents. Et enfin, nous redonnerons la parole à la gendarmerie nationale pour un retour d'expérience. Tout au long de la conférence, vous participants, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions que vous retrouverez en bas à droite de l'outil Livestorm. Nous prendrons le soin à la fin des présentations d'ouvrir une session de questions-réponses et d'adresser vos questions aux différents intervenants qui y répondront sous forme de table ronde. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons donc, dans l'ordre, je vais faire l'intervention, la gendarmerie nationale avec Emmanuel Vegas, chargé de projet à la direction du personnel officier. Nous avons également Marie-Béatrice Tonani, chef du département de l'accompagnement et de la conformité au service de la transformation. Et enfin, Philippe Brosset, chargé de mission à la direction des personnels militaires. Côté Palm AI, nous avons Ella Atmani, qui est cofondatrice et CEO de Palm, avec également Pierre Pacina, ici présent, Chief Revenue Officer. Et nous avons également Elliot Tessier, qui interviendra en dernier sur cette partie, qui est Head of Customer Operations à 365 Talents. Bonjour à tous. Et sans plus attendre, je passe la main à la gendarmerie nationale pour sa présentation et nous allons descendre de scène pour laisser la place à la gendarmerie nationale afin de faciliter la lisibilité des participants. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions au fil des présentations dans l'onglet questions. Merci à toutes et à tous et bonne conférence. Bonjour à tous, Philippe Brosset. Donc, une première partie qui est orientée un petit peu sur une remise dans le contexte du sujet, puisque on va vous parler un petit peu de l'IA vis-à-vis de la transformation RH, qui est dans un projet de transformation beaucoup plus global, et des enjeux de mobilité qui sont liés à ce levier que peut représenter l'intelligence artificielle. Alors d'abord, quelques propos liminaires qui consistent à vous informer que ces sujets-là s'inscrivent en fait dans un plan stratégique du directeur de la gendarmerie qui s'appelle Jean 2024 et que la RH, donc la direction des personnels militaires de la gendarmerie, s'inscrit dans ce pilier 2 du plan stratégique qui s'appelle Mieux progresser, s'engager ensemble et en confiance dans un projet intitulé MaGRH. Dans le cadre de cette transformation, nous développons beaucoup de projets qui sont souvent à base d'évolution informatique ou technologie, dont l'intelligence artificielle, donc les chatbots, le matching, et évidemment le levier de la mobilité est au cœur de nos réflexions.
on se base sur un premier point que je voulais souligner, qui est un prérequis à l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui est d'obtenir et d'avoir à disposition une donnée RH qui soit fiable et suffisante et qui s'appuie sur un système d'information RH performant. Donc, c'est le cas pour la gendarmerie avec le progiciel Agora. Dans un premier temps, et là, on va peut-être passer la slide suivante. Voilà. Donc, les défis RH qui vont avoir un lien avec la mobilité. D'abord, le levier de la mobilité, compte tenu de notre organisation, d'une institution de 105 000 personnes qui est présente sur l'ensemble du territoire, hein, 3 700 casernes et points de vente sur le territoire, donc avec des enjeux de mobilité importants. On a un premier impératif, c'est qu'il faut assurer le même niveau de sécurité, quel que soit l'endroit du territoire où l'on se trouve. Donc, c'est 105 000 personnels, c'est 3 700 points de vente, et dans des endroits qui sont parfois non attractifs et dans le périurbain, mais aussi dans la zone rurale. Donc, on a des enjeux à la fois quantitatifs et qualitatifs, puisqu'il faut y mettre non seulement le nombre de personnes suffisant, mais aussi avec les compétences qui sont requises, les grades qui correspondent. Deuxième point sur ces enjeux, c'est le fait que, alors, comme beaucoup d'entreprises, on est confronté aujourd'hui à un enjeu de recrutement qui est très fort, voire qu'on n'a jamais connu. Sur 2023, pour vous donner quelques points de repère, 12 000 personnes à recruter en totalité, ce qui représente plus de 10% de l'institution, tout statut confondu, et notamment pour les sous-officiers en concours catégorie B, 5 700 personnels dans un contexte que vous connaissez, qui est celui de la sécurité des Français, des rendez-vous opérationnels importants, les JO 2024, la Coupe du Monde de rugby, etc. Voilà. La mobilité en gendarmerie représente environ 6 000, alors si je prends de la mobilité géographique, environ 6 000 mouvements par an, ce qui n'est pas anodin, avec toute une organisation spécifique à l'institution, du pilotage en fonction des statuts, du pilotage et des mouvements organisés en centrale, mais aussi énormément de mouvements, et notamment pour les sous-officiers, qui sont initiés en régional et qui échappent parfois avec des mouvements volontaires, en fait, qui échappent parfois au pilotage centralisé. Donc, des enjeux en matière de pilotage. Et donc, on a une problématique générale qui est celle de, à la fois, réussir une gestion de masse en termes de mobilité et une gestion individualisée pour s'adapter au contexte, à la fois en termes de gestion des compétences critiques, etc., et à la fois à la sociologie des personnels. Ce qui m'amène à un deuxième point qui est que le contexte dans lequel on effectue des mobilités aujourd'hui a largement évolué. Alors, pour parler assez court, le statut militaire aujourd'hui, ça ne suffit pas pour dire à quelqu'un tu vas aller, on va t'affecter à tel endroit, etc. Donc, on est confronté, comme dans le privé ou le public, à une volatilité des personnels qui est croissante, à des perspectives en termes de carrière qui peuvent changer, et puis à des problématiques d'attractivité, c'est-à-dire que, évidemment, pour affecter des gens sur le littoral et la partie ouest ou sud de la France, c'est plus facile que pour aller dans le nord et l'est et dans des unités moins attractives. Donc, on est obligé de mettre en place des leviers de contractualisation, de dialogue de gestion individualisé avec les personnels. Voilà, et on est plus sur l'adhésion et le consentement que sur la coercition et l'obligation. À tel point qu'aujourd'hui, on a des groupes de travail en cours là, qui, justement, essayent de voir comment on peut fluidifier cette mobilité, comment on peut l'améliorer,
comment on peut la rendre plus équitable et comment on peut justement parvenir à inverser le cours naturel des choses, qui est que on veut toujours se rapprocher du soleil et du littoral. Troisième point, c'est l'organisation. Donc là, c'était un petit peu des points qui peuvent être communs avec d'autres entreprises privées ou publiques ou institutions. Ensuite, on a un point spécifique, on en parlera tout à l'heure avec les démonstrations d'Emmanuel, qui est qu'on a un statut militaire et qu'on a un parcours qui fait que pour pouvoir être, pour les sous-officiers, pour pouvoir terminer au grade sommital de major, il faut commencer gendarme, et pour pouvoir finir au grade de général quand on est officier, il faut commencer lieutenant. Donc en fait, on ne peut pas faire de bond, c'est grade par grade, on peut pas faire de bond. Et donc on a un parcours à construire, et la mobilité est liée à ce parcours, soit d'un point de vue géographique, soit d'un point de vue fonctionnel. On a des statuts en fonction des statuts, donc 6 000 officiers qui sont gérés au niveau national, un corps aussi militaire de soutien pour les sous-officiers gérés au niveau national, 5-6 000 personnes. Et ensuite, je veux dire, l'énorme majorité du personnel, donc 75 000, les sous-officiers qui, eux, sont gérés au niveau régional. Donc le commandant de région, c'est l'organisation administrative avec les 13 régions. Le commandant de région a une délégation du pouvoir du ministre pour la mobilité, l'affectation des personnels et la gestion des personnels dans sa région. Donc, il reçoit des personnels avec des flux centralisés qui sont les sorties d'école et les retours d'outre-mer. Enfin, on a tout un tas de flux plus ou moins de masse. Et puis ensuite, il gère ses personnels dans son périmètre propre. On a des mobilités interrégionales qui peuvent s'opérer en fonction des desiderata des personnels et des postes vacants sans que l'intervention de l'administration centrale soit requise. Et donc, on a plusieurs projets dans le cadre de la transformation RH dont je parlais, plusieurs projets qui sont liés à ces enjeux de mobilité avant d'évoquer les outils. Donc, on a un gros projet qui s'appelle la gestion rénovée de l'attractivité territoriale. Donc, ça, c'est par rapport à l'attractivité dont je parlais tout à l'heure. Les parcours de carrière, un projet d'infocentre des données RH pour améliorer le pilotage, et puis des outils pour faire de la GPEC. On a même créé une bourse aux emplois qui vient un petit peu perturber les mécanismes habituels pour se concentrer sur des postes non attractifs. Voilà, donc tout un tas de projets comme ça. Et c'est dans ce contexte qu'intervient dans la transformation l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, avec un objectif qui est simple, qui est de simplifier et d'automatiser les processus RH pour concentrer la chaîne RH. On a une chaîne RH avec un ratio, ce qu'on appelle un ratio gérant-géré, qui est assez faible et qui doit pouvoir se concentrer sur le qualitatif, compte tenu des enjeux de la sociologie dont je parlais tout à l'heure. Et donc, simplifier, automatiser des tâches dites, chronophages et dites de moindre valeur ajoutée pour se concentrer sur le qualitatif. Donc, on a développé des chatbots, un infocentre et des algorithmes qui nous permettent d'optimiser les choix. On en reparlera tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir une aide à la décision avec l'intelligence artificielle. On a des problématiques communes à tous, je pense, c'est les problématiques RGPD, l'utilisation des sources ouvertes et une autre problématique actuelle en cours, c'est l'acceptabilité en fait de l'utilisation d'algorithmes par le corps social, en disant voilà, vous êtes muté à tel endroit et
l'aide à la décision a été permise grâce à un algorithme, ce dont on doit faire mention dans un ordre de mutation. Voilà, ce sont des sujets en cours. Donc voilà, je pense que c'est, je ne sais pas à combien de temps je suis, on est dedans. Voilà. Donc voilà un petit peu les enjeux, le contexte. Et puis, comme c'est mentionné sur le slide que vous voyez, on a une vraie exigence de transparence et de proximité parce qu'on a des enjeux d'attractivité d'une part, mais aussi de fidélisation de nos personnels. Donc aujourd'hui, même si on a des militaires sous notre à gérer, on leur doit la même proximité RH et la même transparence que pour n'importe quel personnel d'une entreprise privée ou publique. Voilà, je ne sais pas si Emmanuel ou Marie-Béatrice veulent intervenir. Non ? Merci pour cette introduction. On va laisser la place à Palm AI sur la technologie qu'il y a appliquée à la mobilité interne. Et en tout cas, je pense que ça fait une très bonne introduction avec ce contexte particulier, mais somme toute très enrichissant pour notre table ronde de la gendarmerie nationale. Et Pierre est là, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Merci, bonjour à tous. Alors, est-ce que je peux prendre la main sur le diapo? Oui. Très bien, bonjour à tous. Donc, je suis Pierre, le CRO de Palm, et aujourd'hui, on va parler donc de notre techno d'IA et de comment elle peut participer à réinventer le développement des compétences et des talents, et donc mécaniquement de la mobilité interne. Très rapidement, Palm, donc on utilise l'IA pour remplir une promesse qu'on fait à chacun de nos clients, qui est que quand on utilise la solution, eh bien, les talents seront plus engagés et resteront plus longtemps chez chacun de nos clients. Et on y arrive en centralisant un ensemble d'opportunités au sein de Palm. Et cela passe notamment par des sujets de data. Avant de rentrer dans le détail, je voudrais passer un petit peu de temps avec vous sur la définition de l'IA, parce que c'est un concept très galvaudé qui fait référence à plein de technologies et de situations différentes. Donc simplement pour que vous sachiez précisément de quoi nous sommes en train de vous parler ici, on peut retenir 3 grands points différenciants entre la technologie d'IA chez Palm et une technologie qui n'aurait pas de composante IA. La première chose, ce sont les sources de données qu'on est capable d'exploiter dans le cadre de la mobilité interne des talents. Les sources de données, en général, dans une solution classique, il faut qu'elles soient très structurées. Ça peut être un matricule de paye, par exemple, qui permet à la machine de comprendre de quoi on parle et de fournir une réponse. L'IA permet, à l'inverse, d'utiliser des données qui vont être éventuellement structurées, mais également complètement déstructurées, puisqu'on va se baser en fait sur l'analyse du langage naturel. Le deuxième point, c'est la compréhension, puisque ça ne sert à rien en fait de cumuler plein de données, de les centraliser, si on n'est pas capable de comprendre à quoi on fait référence et de les modéliser correctement pour fournir en fait à l'utilisateur quelque chose d'exploitable et de compréhensible. Donc, non seulement les sources de data peuvent être structurées ou non, mais ensuite il faut les comprendre et les réorganiser. Et le dernier point, c'est l'apprentissage, puisque l'IA doit être capable en fait de comprendre si l'action qu'elle propose ou le matching qu'elle propose est pertinent ou non, et de s'ajuster au fil de l'eau pour proposer des choses toujours plus pertinentes. C'est donc une solution qui doit prendre de la valeur en fait au sein d'une organisation avec les mois et les années d'utilisation de cette solution. Voilà pour la partie définition. J'espère que c'est plus clair de cette façon. Et ce que je voudrais vous proposer, c'est un petit avant-après. Qu'est-ce que la gestion des compétences, des talents et de la mobilité interne quand on ne possède pas une solution d'IA? Et à l'inverse, qu'est-ce que l'IA va venir changer?
Quand on ne possède pas une solution d'IA, généralement, on va quand même évidemment gérer le sujet de la mobilité interne puisque ce n'est pas une option. La mobilité interne est quelque chose qui existe, qu'on doit gérer et donc il y a énormément d'actions manuelles associées. On va plutôt procéder par extraction des systèmes d'information, généralement du SIRH, mais aussi par exemple du catalogue de formation, de l'outil d'évaluation de la performance, etc. En fait, on va se connecter à plein de référentiels, extraire les informations, parfois les concaténer dans des Excel et on va produire une analyse. Le problème, c'est généralement que cette analyse, mécaniquement, elle va être statique. Les bases de données qu'on utilise également, on a fait l'extraction à un moment donné, donc ce n'est pas toujours à jour. C'est extrêmement chronophage, on peut faire des erreurs et on se retrouve en fait sur une situation qui est assez imparfaite puisqu'on manque de visibilité sur les talents qu'on aimerait impliquer dans la mobilité interne. Et ça peut induire un certain aussi découragement côté talent. Et donc on observe en fait un turnover plus fort. Et côté entreprise aussi une augmentation des coûts associés puisque on sait que le turnover coûte particulièrement cher aux entreprises. Donc ça, c'est quand on n'a pas d'IA, on a des tâches manuelles, répétitives, chronophages, qui coûtent de l'argent. Une solution d'IA, en revanche, ce qu'elle peut apporter, c'est de passer d'une logique d'extraction des différents référentiels statiques à une lecture qui va être en direct. Quand évidemment, vous avez des référentiels qui le permettent. Mais par exemple, un SIRH ou un système de paye, quand on ajoute un agent dans une organisation, le système se met à jour automatiquement. Donc c'est évidemment plus pertinent d'aller chercher cette information en direct et de la répercuter dans une solution de gestion de la mobilité interne, plutôt que d'effectuer une extraction. S'il y a des référentiels statiques qui existent, par exemple pour créer initialement le setup, on peut évidemment les exploiter, mais l'idée, quand même, derrière, c'est de se connecter au maximum à des référentiels qui évoluent en temps réel, de façon à passer d'une analyse statique à une analyse qui est dynamique et également à une connexion asynchrone et pas à jour, à quelque chose de synchrone et donc perpétuellement à jour. Alors ça a beaucoup d'impact positifs de fonctionner comme ça. Les tâches manuelles et chronophages et donc les sources d'erreurs, enfin les risques d'erreurs pardon, associés disparaissent. Et les prises de décision qu'on va pouvoir prendre se font désormais de façon pleinement informée, puisque j'ai toutes les données à jour. Et donc, je suis sûr, au moment d'effectuer une mobilité interne sur un poste donné ou un plan de succession, de ne laisser aucun talent sur le côté, de n'oublier personne, puisque j'ai vraiment toutes les informations à ma disposition. Il ne s'agit pas évidemment de remplacer la prise de décision par une IA, hein, c'est vraiment une aide à la décision, une décision qui se fait de façon informée. Et donc, je diminue aussi évidemment drastiquement mes coûts, puisque en général, ça permet de réengager ces talents qui voient qu'ils ont accès à des opportunités et le turnover en conséquence baisse de façon assez conséquente. Voilà, pour moi, je vais laisser la parole à 365. Merci Pierre pour cette présentation. Effectivement, nous allons passer la main à 365 Talents. Donc, si Palm a présenté la technologie de l'IA appliquée à la mobilité interne, 365 Talents va aller plus en profondeur avec notamment les facteurs clés de succès pour pouvoir mettre en œuvre les solutions d'IA appliquées à la mobilité interne. Et hop, j'invite Elliot à monter sur scène. Le temps qu'Eliott monte sur scène, encore une fois, j'invite les participants à poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Ça viendra directement nourrir le débat que nous aurons à la suite des présentations dans notre format table ronde. Et Eliott, je te donne la main. Merci. Bonjour à tous, du coup enchanté et tout d'abord merci beaucoup pour l'introduction Pierre et la gendarmerie et ainsi pour Pierre et Ella pour la partie technologie sur l'IA, c'est hyper intéressant. Du coup moi je suis Elliot Tessier, je suis en charge des opérations clients chez 365 Talents. Du coup on est aussi une talent marketplace basée sur l'IA et qui a pour but de mettre en mouvement les talents chez nos clients
Et effectivement, c'était un peu le sujet sur lequel je voulais intervenir, c'est, finalement, comment on passe, d'une approche, d'une techno à de vrais projets RH, qui ont de l'impact en interne, donc, à la fois de l'impact pour les collaborateurs, donc, pour atteindre l'objectif de mobilité, mais aussi de l'impact pour les métiers et le business, pour aussi, être capable d'anticiper des transformations et avoir réellement la donnée dont on a besoin pour être prêt. Et du coup, à ce sujet, je voulais revenir sur des facteurs clés de succès, qu'on a pu, constater, chez nos clients, puisque nous aussi, hein, depuis qu'on a commencé il y a 5 ans, on était encore sur des projets, qui venaient beaucoup, on va dire, des équipes, innovation, techno, donc très centrés techniques, à aujourd'hui, des projets, déployés sur, l'ensemble, des populations, que ce soit par exemple à la Société Générale, où on est déjà déployé chez 70 000 personnes, ou à la SNCF, où on est en train d'être déployé chez 130 000 cheminots. Finalement, c'est quoi la différence entre, voilà, encore une fois, ces projets très techniques à ces projets à impact? Et du coup, vous partagez quelques facteurs clés de succès. Le premier, il est dans ce titre. Encore une fois, je pense que la grande différence a été, et c'est un point extrêmement important de, comment, ces projets-là sont présentés en interne, d'où ils viennent, on va dire. Aujourd'hui, chez tous nos clients, ces grands projets autour de la mobilité interne et cetera, même s'ils utilisent l'IA, ils sont vraiment portés, on va dire par la DRH, par la direction générale, avec une vision qui est beaucoup plus centrée sur la transformation et les intérêts du collaborateur que sur la technique. Et ça, c'est un point important, je crois que monsieur Brosset, côté gendarmerie, disait, comment on fait passer aux collaborateurs un sujet de mobilité basé sur les algos? Voilà, lui faire dire qu'en fait, c'est grâce à l'algo qu'il a trouvé un nouveau métier. Nous, notre première réponse là-dessous, c'est de dire surtout pas, dès le début, évoquer ces sujets-là. C'est-à-dire qu'avant tout, ça reste vraiment un sujet d'entreprise, de transformation, avec une volonté, très métier. Et derrière, effectivement, il y a une techno et on va y revenir après qui le permet, mais en tout cas, ça ne va pas être le point central du début du projet. Ensuite, sur d'autres, facteurs clés de succès qu'on a pu constater, chez nos clients, j'en ai listé 5 ici, hein, mais il y en a évidemment d'autres et vous aurez peut-être des questions pour aller plus loin. Hem, Parmi, donc ces 5, le 1er que j'ai mis en avant qui est extrêmement important, c'est, la partie, bénéfice. C'est-à-dire qu'effectivement, on va quand même, être sur un outil assez nouveau pour les utilisateurs, que ce soit côté, collaborateurs RH et du coup, il faut pour, leur donner envie d'aller sur cet outil-là, leur expliquer les bénéfices. Par exemple, côté collaborateur chez nous, on va plutôt insister sur «venez comme vous êtes», c'est-à-dire qu'en fait, grâce à cette plateforme, vous pouvez exprimer des compétences telles que vous le souhaitez, de manière dynamique, comme le disait Pierre et nous, grâce à notre techno, on est capable de rattacher ces compétences-là à derrière un référentiel, on va dire, plus structuré. Mais en tout cas, côté collaborateur, on lui permet vraiment de s'exprimer tel qu'il le souhaite en termes de compétences et ça, c'est hyper important, et ce qui nous permet, par exemple, chez nos plateformes d'avoir, en moyenne, 70 d'activation et en moyenne plus de 20 compétences par employé, puisqu'on leur permet vraiment dans cette approche, déclarative et dynamique. On a aussi le côté RH, qui est une population, même si on est sur des projets RH qui sont pas les plus simples à onboarder sur ce genre de plateforme et de technologie. Et là aussi, on vient avec des bénéfices très clairs. Pour nous, le bénéfice côté RH, c'est vraiment, comme le disait Pierre, débarrassez-vous, grâce à notre techno, grâce à l'IA, de toutes les tâches, chronophages, pour vous concentrer justement sur, la partie la plus importante de votre métier, c'est-à-dire l'humain, l'échange, c'est-à-dire tout ce qui est matching, on va dire, de compétences, de données. Nous, on s'en occupe. On vous montre des profils les plus pertinents par rapport à ce qu'ils savent faire et où ils peuvent aller. Après, à vous de prendre le relais effectivement sur le côté échange avec, chaque employé pour être sûr, ensemble de construire des parcours de carrière, personnalisés. Le deuxième point important et je l'ai déjà un peu partagé, hein, c'est, l'approche par la valeur métier et pas par la technique. Nous, par exemple, dans les premiers mois d'un projet avec des clients, on n'est pas dans une optique POC au sens où ce que le but du projet, c'est pas de tester l'IA. Le but du projet, c'est de tester la valeur et l'impact d'un projet RH effectivement qui se base sur l'IA pour les collaborateurs et ça change un peu par exemple en termes de KPI, d'onboarding, on va se dire, par exemple, si demain on suggère 10 offres à un collaborateur, le KPI, c'est pas être sûr à 100 que les 10 offres sont parfaites. Ça, à la limite, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que dans les 10 offres qu'on va suggérer, on ait réussi
à en trouver une qui permet, au moins une, il peut y en avoir plusieurs, mais qui permet à chaque employé d'aller vers un autre métier. Et à la fin, c'est ça qui compte, puisque à la fin, l'objectif final, il est vraiment RH et d'être sûr qu'on a créé de la mobilité, qu'on a poussé des formations et c'est ça qui importe le plus que l'approche très technique, finalement, de tester une IA. Le 3e point extrêmement important, c'est faire de la pédagogie. Ce que par exemple a présenté, Pierre, nous on essaye aussi dès le début, chez nos clients de le présenter, à la fois pour expliquer ce que fait l'IA, donc que c'est évidemment un outil d'aide à la décision, que c'est le but, c'est d'explorer le champ des possibles et aussi ce que ça ne fait pas. Et ça, c'est important pour, éviter, on va dire, de la désillusion. Par exemple, l'IA n'est pas magique. On a souvent parfois des collaborateurs qui nous disent: «Ah mais côté matching, ce qu'on me suggère, c'est pas du tout adapté par rapport à mes compétences» et en fait, quand on va voir le profil de la personne, il y a aucune compétence de déclarée. Donc c'est aussi expliquer, de dire: «Mais en fait, finalement, l'IA va permettre de faire, ce que fait un humain, mais on va dire beaucoup plus rapidement et en plus grande quantité. Par contre, au même titre qu'un humain, s'il a un CV qui est vide, il va avoir du mal à vous suggérer un poste intéressant et bah, l'IA, c'est pareil. Si votre profil, s'il y a pas de compétences, elle ne saura pas vers quoi vous orienter. 4e point, c'est un point aussi extrêmement important, c'est, de montrer que, l'IA est finalement, encadrée et qu'elle ne l'emporte pas sur les, règles métiers RH. C'est-à-dire que c'est une technologie qui va être utilisée, mais qui ne va pas prendre le dessus sur d'autres règles qui peuvent exister. Puisque autant on dit que c'est pour, ouvrir le chemin des possibles, autant dans le chemin des possibles, il y a le mot «possible». Donc par exemple, notamment dans le domaine bancaire, hein, il y a des règles, par exemple, des règles de grade, hein, qui fait qu'une personne ne peut pas passer d'un coup, 2 grades. Et bah, il faut, que ces règles métiers restent dans la plateforme pour pas créer de faux espoirs ou d'irritants côté collaborateurs, avec finalement des suggestions qui leur sont faites et qui sont inaccessibles, même si l'IA avait jugé que potentiellement il avait les compétences pour. Donc nous, on fait extrêmement attention dès le début des projets, d'avoir cette couche règles métiers RH qui finalement va filtrer des suggestions de l'IA pour être sûr qu'on ne crée pas d'irritants et qu'on sache répondre aux demandes des collaborateurs. Et enfin, le dernier point, c'est tout ce qui est lié aux conditions, d'apprentissage de l'IA. L'IA se base beaucoup sur de l'apprentissage qu'elle a pu faire dans le passé, mais il faut aussi qu'elle puisse prendre en compte en temps réel les interactions, qu'elle puisse avoir avec les collaborateurs. Donc, nous, par exemple, dès qu'on lance un client ou c'est un nouveau secteur, une nouvelle industrie, on se pose toujours la question de, est-ce que notre IA finalement va être capable de bien interpréter ces nouveaux métiers ou ces nouvelles compétences? Donc c'est un travail qu'on fait en amont pour en être sûr et aussi dans le produit, en temps réel, chaque, par exemple, collaborateur peut interagir avec l'IA, dire si oui ou non elle est intéressée avec un métier pour que l'IA apprenne et au fur et à mesure lui fasse des suggestions toujours plus pertinentes. Voilà pour ce que j'avais à dire sur des facteurs clés de succès. Peut-être que maintenant on peut passer côté, questions-réponses, Pierre? Ah oui, on a juste une dernière partage de la part de la Pardon. Gendarmerie nationale sur le retour d'expérience. En tout cas, merci pour ce partage des facteurs clés de réussite, Elliot. Et hop là, la gendarmerie qui remonte, c'est parfait. Et je donc laisse la main à la Gendarmerie nationale pour finir sur cette partie retour d'expérience. Donc bonjour, pour moi c'est donc le lieutenant-colonel Emmanuel Vegas. Je suis chargé de projet au sein du département du personnel officier, donc le service qui est en charge de la gestion des 6000 cadres de la gendarmerie. Et donc petite population par rapport aux 105 000 gendarmes que comptent nos rangs. Donc finalement un périmètre expérimental qui est assez intéressant finalement pour lancer nos projets d'IA sur la mobilité interne et puis lorsqu'ils sont matures, les déployer ensuite à l'ensemble de notre population et d'aller toucher également les 75 000 sous-officiers. Donc, c'est juste pour moi de présenter deux use cases développés par la gendarmerie. C'est des outils qu'on a développés en interne avec le support du Data Lab. Donc, c'est une unité composée d'une dizaine de data scientists qui travaillent avec nous au quotidien, composée d'officiers, de statuts civils également. On compte dans cette petite équipe trois polytechniciens qui manipulent la donnée dont dispose la gendarmerie.
Donc, leurs travaux, ils vont de l'analyse presque anticipée des faits délictuels sur les territoires, jusqu'à la construction des services des brigades de gendarmerie pour optimiser la disponibilité de nos gendarmes. Et il s'intéresse également à notre donnée RH, issue de notre SI, pour essayer de l'optimiser en lien avec les gestionnaires. Et donc, les deux solutions que je vous présente là ont été développées par ce service. La première, c'est Viapeo. Initialement, on l'avait appelé Waze RH, mais la marque était déposée. Et donc, on s'est orienté sur cette expression Viapeo, PO étant pour nous le personnel officier. C'est une cartographie intelligente offerte à l'ensemble des officiers lorsqu'ils réfléchissent à leur mobilité suivante. Donc, les officiers de gendarmerie sont sujets à une mobilité dirigée tous les 3 à 5 ans, donc dans un tempo très régulier de mutation. Il y a une forte nécessité de leur donner un maximum de clarté, de lisibilité sur les postes qui s'ouvrent. Et jusqu'alors, les postes s'ouvrant, les postes disponibles, ça restait quand même difficile de pouvoir l'anticiper pour un officier qui est devant sa fiche de vœux qu'il doit rédiger en perspective de sa mutation. Et donc, il a été développé cette cartographie qui recense une grande majorité des postes à responsabilité et qui, lorsque l'officier se connecte sur la cartographie, automatiquement l'ajuste à son profil. Et donc, il ne voit apparaître sur la carte de France et des Outre-mer que les postes qui sont adaptés à son profil, à ses compétences et qui s'ouvrent dans la perspective du plan de mutation qu'il envisage. Et c'est un outil qui a été très apprécié puisque ça a permis aux officiers de réduire leur temps de recherche de l'information. On pouvait imaginer que par le passé, certains passaient des coups de téléphone à des dizaines d'officiers en responsabilité pour s'informer sur les modalités du poste, l'activité à laquelle ils sont confrontés, l'effectif qui est sous leurs ordres, modalités pratiques et techniques locales, le logement concédé par nécessité absolue de service. Toutes ces informations-là sont concentrées sur cette appli. Et donc, c'est un grand temps de gagner pour l'officier dans son élaboration de mobilité, mais également pour les officiers qui étaient sollicités et impactés dans leur temps de responsabilité. C'est un outil qui a reçu un très bon accueil et également du côté du gestionnaire, puisque ça lui permet d'avoir aussi un retour sur les postes les plus sollicités et finalement d'avoir en back-office un aperçu assez précis de là où se porte l'intérêt des officiers et là où on aura plus de mal peut-être à aller chercher un candidat. Donc, dans la foulée de cette présentation, je suis tout à fait disposé à vous apporter plus de précisions sur ce Viapeo. Le deuxième outil, c'est OPAM, qui se situe juste en dessous. Ça, c'est un outil qu'on a développé pour les gestionnaires. OPAM, ceci cache la formule optimisateur du plan annuel de mutation. Et donc là, c'est un outil de matching. Donc, une fois que l'officier a rédigé sa fiche de vœux et qu'il a manifesté ses aspirations fonctionnelles, géographiques et personnelles, eh bien, l'outil, via un algorithme de matching un peu similaire à ce qu'on a pu trouver du côté de Parcoursup, finalement, va chercher à optimiser la satisfaction de l'ensemble des officiers en les répartissant sur les postes qui se libèrent l'année suivante. Et propose aux gestionnaires, finalement, une distribution optimale des officiers sur les postes en fonction de leurs compétences et de leurs aspirations pour maximiser la satisfaction globale de la population gérée. Donc, c'est un outil interne très pratique pour le gestionnaire qui lui fait gagner du temps très précieux qu'il peut réinvestir sur les situations particulières et les cas RH complexes qui méritent beaucoup de temps. Et pour autant, on est quand même
très attentif à présenter ça comme un outil d'aide à la décision. Et ce n'est pas l'algorithme qui remporte la décision et qui derrière génère l'ordre de mutation. C'est bien le gestionnaire qui garde la main et qui injecte à son tour d'autres paramètres que la machine n'a pas forcément, comme la compatibilité entre le futur chef posté et son adjoint en termes de grade, de parcours. La gestion de couple aussi, des fois, on a une gestion particulière du militaire qui fait que la machine n'aura pas pris en compte cet aspect-là. Donc, on prend avec beaucoup de recul. Et certes, c'est très pratique, mais pour autant, on n'en fait pas une publicité excessive. Voilà pour les deux outils que je souhaitais vous présenter et je suis désormais à votre disposition pour y apporter les précisions utiles. Merci. Pour ces deux retours d'expérience très concrets, ça met en pratique l'introduction que vous avez fait précédemment. J'invite tous les participants à revenir sur scène. Nous allons pouvoir passer à la session de questions-réponses à la table ronde. Encore une fois, je fais un appel aux participants. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Moi, j'ai d'ores et déjà quelques questions que je souhaiterais vous adresser. Je laisse encore le temps à Pierre, c'est bon, et Elliot de monter, et on va pouvoir débuter. Hop là, Elliot, sachant qu'il nous reste 15 petites minutes. Merci à toutes et à tous pour vos différentes présentations. Moi, j'aurais une première question qui s'adresse à Palm. Vous avez donc beaucoup de sources de données internes ou externes, mais je pense principalement hétérogènes. Votre retour d'expérience, est-ce que la consolidation de ces données ici, de ces différentes sources de données, est-ce que c'est complexe ou facile à mettre en œuvre? Et si c'est complexe, qu'est-ce que vous mettez en place pour vous faciliter la vie? Je te laisse répondre là ou... Allez, c'est parti. Effectivement, la grande complexité quand on doit analyser les collaborateurs et les talents dans une entreprise ou une organisation et détecter quelles sont leurs compétences, quelles sont leurs aspirations et quel est leur potentiel, nécessite une compréhension à la fois assez précise et assez fine et une agrégation de beaucoup de data, comme tu viens de le préciser, Pierre. Mais l'unicité de la technologie de Palm aujourd'hui nous permet d'agréger, d'analyser et de structurer tout type de data, que cette data soit structurée ou non structurée. Donc, ça nous donne une rapidité d'intégration avec les outils RH qui sont mis en place chez nos clients, et donc de pouvoir s'intégrer avec ces outils assez rapidement. Mais une fois qu'on est intégré avec ces outils, on importe donc toute la data, encore une fois qu'elle soit structurée ou non structurée, dans une forme de soupe. C'est une forme de data lake dans lequel nos algos vont travailler, vont analyser les compétences et vont pouvoir extraire les compétences les plus significatives, les plus représentatives de chaque talent et de chaque opportunité professionnelle au sein de l'entreprise. Et puis derrière, de pouvoir aussi apprendre du contexte de chacun de nos clients. Et donc, cette capacité d'interpréter tout type de data et puis d'avoir nos propres algos qui sont structurés aussi sur la base d'une skills taxonomie qui a été entraînée pendant plus de 3 années de R&D et qui est disponible immédiatement chez nos clients, permet à Palm, effectivement, et à notre IA de pouvoir s'implémenter et apporter une grande valeur ajoutée à nos clients et un ROI immédiat en termes de gain de temps et de simplifier la complexité. Merci Ella. Très intéressant. J'ai également une question pour Elliot. Elliot, tu as présenté un panel de différents clients, de différents secteurs, de différentes tailles d'entreprise. Est-ce que tu identifies une appétence différente pour l'IA, surtout appliquée à la mobilité interne, que ce soit une petite, grande entreprise ou en fonction du secteur? Alors, je pense que c'est pas une question d'appétence, c'est plutôt une question surtout de maturité, de secteur. Déjà, il y avait une raison qu'il y avait des secteurs qui, ont été à un moment très rapidement confrontés à des questions de transformation très rapide à venir des métiers et qui du coup finalement ne pouvaient plus, attendre,
des process assez anciens de mise à jour de référentiels emploi et autres, des projets qui durent 3-4 ans et qui du coup ne sont pas du tout dynamiques et qui se sont dit rapidement, je pense à banque et assurance, on a besoin d'être beaucoup plus dynamique avec des solutions, comme le disait Ella, qu'on doit pouvoir implémenter avec de la donnée existante, même si elle n'est pas structurée, mais on peut plus attendre de faire travailler des équipes sur des modèles qui en fait deviennent en plus obsolètes pendant on va dire le lendemain de la sortie. Donc c'est ça aussi l'intérêt de l'approche dynamique, c'est qu'elle vit toujours. Donc c'est plutôt une question de maturité et aussi on sent qu'effectivement, il y a aussi un sujet en interne dans chaque entreprise, de maturité en fonction aussi des personnes qui, on va dire, ont plutôt l'habitude de travailler avec du digital. Donc on avait des métiers, par exemple, dans la banque assurance qui le sont plus. Mais par exemple, quand on a déployé, pour RTE, on avait des personnes qui, n'avaient même pas d'ordinateur portable, des téléphones, voire rien. Et dans ces cas-là, c'est, comment on a quand même une solution qui ne crée pas une fracture numérique, dans l'entreprise. Donc c'est aussi des sujets qu'on a dû prendre en compte, au fur et à mesure et qui du coup effectivement ont fait que les projets sont arrivés un peu plus tard. Mais en tout cas l'appétence aujourd'hui, on la voit dans tous les secteurs, industrie, tertiaire, services. Alors, j'ai une question additionnelle par rapport à ce que tu viens d'indiquer, mais question qui s'adresse à tous les intervenants, donc n'hésitez pas à compléter. Est-ce que tu penses que le fait de faire de la pédagogie sur l'IA justement pour accompagner le changement, est-ce que cette pédagogie elle est plus ou moins reçue en fonction du niveau de maturité qu'il y a en face ou c'est complètement indépendant? Bon, effectivement, ça du coup, c'est notre rôle à nous, c'est dès le début un peu cartographier les différentes populations et pour avoir effectivement ensuite des messages qui n'ont pas être forcément, les mêmes. À la fois sur la partie techno, mais aussi je pense aussi sur les projets de processus de mobilité interne. Je pense que, la situation, par exemple, dans des grands groupes va être différente en fonction de est-ce qu'on se situe au siège ou, on va dire dans les fonctions support et il y a beaucoup de mobilité, beaucoup plus de passerelles à, par exemple des métiers sur le terrain où, on sait très bien que, les passerelles sont plus limitées. Donc c'est, aussi faire attention à ça et du coup, être capable aussi d'arriver avec d'autres idées, notamment, autour de la formation, pour se dire comment on crée, d'autres passerelles, entre des métiers qui, à l'origine sont pas forcément, voués à être beaucoup ouverts sur d'autres. Donc effectivement, en amont, c'est extrêmement important d'arriver préparé, puisque une fois que c'est lancé, après c'est compliqué de rattraper si effectivement les messages sont mal perçus. Ok, merci. Mais Ouais, pour la gendarmerie, je confirme l'analyse. Au niveau de la pédagogie, Emmanuel a parlé de la population officier qui, avec des développements de projets qui sont un peu à titre expérimental avant de les déployer pour les autres catégories. Le fait qu'on ait des officiers qui soient cadres et qui soient gérés en centrale uniquement, c'est-à-dire que c'est une gestion nationale, ce qu'on appelle une gestion nationale, la problématique est complètement différente en termes de pédagogie et d'accompagnement que pour une population de sous-officiers qui est de 75 000, répartie dans 50 organismes de gestion avec des contextes, des environnements différents. Donc le côté expérimental et puis la population à laquelle on s'adresse, c'est important. Merci pour ce complément. Alors justement, une question adressée à la Gendarmerie nationale. Votre cas, il est, on va dire, assez particulier puisque vous avez la mobilité interne dirigée versus les attentes nouvelles de la population vis-à-vis du marché du travail. Comment ça se traite, comment ça s'inscrit en interne dans le contexte de la Gendarmerie nationale, dans le contexte plus global aussi de la transformation RH au sein de la Gendarmerie nationale? Tu veux répondre ? Moi, justement, effectivement, on est obligé de prendre en compte ces évolutions sociales, là où avant, on avait quelque chose de très dirigé qui amenait peu, en fait, de remarques, et on le savait aussi. Maintenant, on est bien obligé, effectivement, de prendre en compte donc, ces attentes, cette évolution de la société, aussi des parcours où on a des conjoints à gérer, parce qu'avant, on avait souvent le militaire, le conjoint ne travaillait pas, donc suivait assez facilement. Donc maintenant, il faut prendre en compte tous ces problèmes-là, et c'est là où, effectivement, l'intelligence artificielle intervient, où on arrive effectivement donc à pouvoir prendre en compte ces nouvelles problématiques pour essayer d'avoir la meilleure satisfaction et donc la meilleure fidélisation et le meilleur recrutement possible, aussi
pouvoir expliquer en extérieur que quand on rentre dans la gendarmerie, on a la possibilité quand même d'avoir une carrière qui correspond à ses aspirations aujourd'hui et éviter effectivement que les gens disent non, c'est trop contraignant, parce qu'on sait qu'on a par ailleurs déjà des contraintes de métier qui sont fortes. Donc si en plus on a des contraintes d'emploi, enfin d'affectation difficile, effectivement ça pourrait bloquer. Donc là, ça a vraiment un enjeu très fort pour nous. Et alors, je rebondis sur cette réponse. Vous avez indiqué aussi dans la mobilité interne le cas particulier du conjoint ou du matching de la personnalité entre la personne qui va profiter de la mobilité interne et son futur officier. Est-ce que ces critères très particuliers, qui sont quand même pas simples, je me doute, à gérer, est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, la solution que vous avez présentée pourrait prendre en compte, grâce à l'IA ou ces critères, on est vraiment dans du trop spécifique pour pouvoir apprendre dessus? Oui, alors je vais peut-être laisser après Emmanuel. Moi, sur le matching avec la solution OPAM, on a testé la même chose sur une population sous-officier qui peut passer de la gendarmerie mobile à la gendarmerie départementale. Enfin, ça, c'est des parcours spécifiques. En fait, toutes les situations particulières, pour l'instant, on les sort de l'algorithme. C'est-à-dire qu'on a 10% en fait je me suis renseigné sur sur la dernière mobilité liée à ce levier-là. On a 10%, alors ça soit de la gestion de couple, des cas sociaux avérés, etc., enfin des problématiques particulières qui sont soulevées. On sort ces 10% et on les traite de A à Z en gestion particulière. Et ensuite, on fait travailler l'algorithme sur le reste de la population. Donc, pour l'instant, alors sans être du tout un technicien en termes d'IA, pour l'instant, on ne met pas toute la population. Voilà. Et on fait des choix, d'où aussi l'intérêt de dire que c'est une aide à la décision, et que, in fine, c'est quand même le chef ou le gestionnaire qui décide. Voilà, donc il y a une analyse des dossiers, on sort les cas particuliers et ensuite on fait travailler l'algorithme sur la population générale. D'accord. Mais je pense que cette approche complémentaire effectivement, tout n'est pas dans les algos, dans l'IA est importante, hein, parce que effectivement, sur la partie compétences et appétences, ça permet déjà de couvrir beaucoup de matching intéressants. Et ensuite, dans tous les cas, nous, on se rend compte chez nos clients qu'il y a tellement de cas particuliers que ça sert à rien d'essayer de reproduire une usine à gaz dans les algorithmes. Surtout que généralement, c'est jamais binaire. Nous, par exemple, je prends un exemple, vous avez évoqué le sujet des mobilités au bord de la mer. Nous, c'est vrai que par contre, on se rend compte qu'il y a des personnes qui, par exemple, si on demandait aux personnes de se déclarer assez intéressées par des villes, par défaut, elles allaient choisir des villes plutôt attractives. Sauf que parfois, elles se rendaient compte que finalement, elles étaient passées à côté d'un métier extrêmement intéressant. Et en nous disant, ah bah c'est dommage, si j'avais su qu'effectivement dans cette ville, il y avait tel métier, j'aurais peut-être finalement pu être intéressé. Donc il faut éviter aussi de trop effectivement filtrer, brider par l'IA dès le début, parce que sinon, on en oublie la mission initiale qui est quand même d'ouvrir le champ des possibles pour les collaborateurs. Et que l'idée, c'est pas de reproduire des process dans les algos. Oui. Ouais, surtout que nous, on a constaté que tous les parents malades étaient toujours dans le sud et au bord de la mer, et jamais dans l'est. Donc, il faut aussi discriminer la vraie situation particulière, le cas social, etc. Emmanuel, tu voulais… Simplement pour ajouter, quand ça rejoignait aussi le 5e facteur clé de succès cité par 365 Talents, c'est qu'on est toujours aussi dans une démarche d'apprentissage et d'évolution de l'algorithme d'année en année. Après chaque plan annuel de mutation, on revoit l'équipe du Data Lab et on retravaille l'algorithme à la lumière des paramètres supplémentaires qui a fait intervenir le gestionnaire dans sa modulation de la réponse d'OPAM. Et donc, on va dire que la version de l'algorithme évolue et des paramètres s'ajoutent d'année en année suivant le retour d'expérience de l'année précédente. Merci pour ces compléments. Alors peut-être une question également à Palm pour ajouter sur cette notion d'un système, d'un modèle d'IA toujours en constante évolution. Alors il y a certes le modèle d'IA, mais Pierre et Ella, vous parliez des référentiels aussi SIRH qui sont en constante évolution. Comment garantir que le modèle d'IA soit toujours aligné et interopérable avec ces référentiels en constante évolution, que ce soit la donnée ou bien aussi l'interopérabilité technique tout simplement s'ils doivent changer?
C'est une bonne question. Disons que Palm, on a un avantage technologique à ce niveau, c'est qu'on se base sur l'analyse du langage naturel. Donc, en réalité, dès lors qu'on est connecté, on le reste et il y a assez peu de challenge à le rester parce qu'on transforme très peu la donnée qu'on reçoit. C'est-à-dire que on va récupérer une donnée qui s'actualise dans un SIRH, dans un document statique où le client le souhaite. Et en fait, là où certains acteurs vont transformer en profondeur la donnée pour la restituer, et là, effectivement, quand il y a un changement côté source, ça peut impliquer des dysfonctionnements. Nous, on va récupérer en fait la donnée textuelle telle qu'elle existe et la restituer également telle qu'elle après l'avoir passée dans la soupe, dans le data lake qui évoquait là. Donc chez Palm, c'est vrai que c'est un enjeu qu'on gère plutôt bien et c'est assez intrinsèque en fait à notre technologie et au fait qu'on transforme beaucoup moins la donnée que dans des technos plus classiques. Merci pour ce complément. On arrive à la fin de notre conférence et notre table ronde. Encore une fois, merci à l'ensemble des participants pour vos différentes présentations. Merci aussi pour vos réponses et vos compléments qui étaient croisés. Ça apporte une bonne dimension sur ce sujet IA. On voit que la solution IA, encore une fois, même si elle est appliquée à la mobilité interne, elle n'a pas réponse à 100% des cas. Voilà, on va traiter d'abord les cas généralistes et les cas particuliers, on va les sortir. Mais ça ne veut pas dire qu'on les traitera jamais. Peut-être que certains peuvent être, au fur et à mesure de l'apprentissage et des années, inclus en ajoutant les paramètres et que ce modèle d'IA s'inscrit dans un écosystème en constante mouvance, que ce soit la population RH qui est citée ou les attentes du marché qui évoluent ou bien le SIRH qui évolue. Et donc, voilà, c'est en constante évolution, il faut le prendre en compte. Et je pense qu'on a bien résumé ça dans notre conférence ici. Je fais un petit message à l'ensemble des participants. Vous retrouverez le replay vidéo de cette conférence. Je vous enverrai un email à la suite de votre participation. Vous retrouverez également le support de présentation qui a été partagé. Et en copie de cet email, vous retrouverez en copie tout simplement les emails des différents intervenants qui ont pu participer aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, si vous avez des sujets d'appétence, continuez la discussion avec eux. Et encore une fois, un grand merci à l'ensemble des participants. Et la prochaine conférence aura lieu 2023, donc au premier trimestre. Elle sera sur le sujet de l'IA appliquée à la gestion du climat social. Voilà pour la conférence. Un grand merci encore à tout le monde et aux participants. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.